Je suis Gabrielle Bond et je suis une conseillère chez Changer les mentalités, qui est une division de la Commission de la santé mentale du Canada, ou la CSMC. Pour ceux qui ne savent pas, la Commission de la santé mentale, c'est un organisme charitable pan-canadien qui est dévoué à l'amélioration des résultats en santé mentale pour toutes les personnes qui vivent au Canada. Donc, Changer les mentalités, c'est une section de la Commission qui vise spécifiquement à augmenter la littératie sur la santé mentale dans les milieux de travail. La plupart du temps, ça veut dire qu'on livre des formations formelles et accréditées comme les premiers soins en santé mentale et l'esprit au travail. En tant que conseillère chez Changer les mentalités, je gère environ 180 comptes de clients corporatifs. Alors, ce que je fais à la journée longue, c'est que je rencontre ces clients-là pour discuter de leur stratégie de santé mentale au travail. Je vous avertis, à travers la présentation, je vais avoir une tonne d'exemples de ma vie personnelle et de la vie de mes clients. C'est simplement parce que moi-même, je suis une apprenante visuelle, donc ça m'aide à comprendre les concepts si je peux imaginer des scénarios spécifiques dans ma tête, puis j'espère que ça va vous aider à vous aussi. Habituellement, quand je rencontre des nouveaux clients, c'est parce qu'il y a une crise qui s'est passée dans leur milieu de travail. Alors, ça peut être quelque chose comme une restructuration, ça peut être une vague de burn-out ou ça peut être même quelque chose d'aussi gros qu'un décès par suicide. À ce point-là, mes clients, ils viennent me voir parce qu'ils cherchent les premiers soins en santé mentale. C'est sûr que ce type de formation-là a une place dans les organisations, mais il y a aussi une gamme de stratégies qui devraient venir avant du côté de la prévention au lieu de sauter directement à l'intervention. Dans la plupart des milieux de travail, les détresses visibles, elles sont relativement rares, à moins qu'il y ait une certaine limite qui a été atteinte ou dépassée. Puis à ce point-là, le dommage, d'habitude, il va avoir besoin de l'aide professionnelle ou d'une intervention. Les diagnostics formels, eux aussi, ils sont rares dans les milieux de travail. Puis, c'est habituellement les gestionnaires et les collègues de la personne affectée, ils ne vont pas être informés du diagnostic parce que c'est de l'information personnelle. Cependant, ce qui est constant dans tous les milieux de travail, c'est les fluctuations du bien-être. C'est sûr que les clients que je rencontre, ils reconnaissent ces fluctuations-là, puis ils me disent toujours qu'ils veulent soutenir la santé mentale de leurs employés. Alors, ils veulent prévenir les crises, ils veulent réduire l'épuisement professionnel, ils veulent créer un climat de travail sain. Puis la plupart du temps, cette intention-là, elle est sincère. Les organisations reconnaissent aujourd'hui, et spécialement depuis la loi 27, que la santé psychologique, elle est importante non seulement pour le bien-être des personnes, mais aussi pour la performance, la rétention du personnel et la qualité de la culture organisationnelle. Mais il y a un paradoxe qui apparaît très rapidement parce que malgré toute la bonne volonté, toutes les bonnes intentions, les organisations, ils se retrouvent souvent dans une situation où les difficultés sont détectées très tard. Puis si on regarde comment fonctionne une organisation typique, on va comprendre rapidement pourquoi. Les gestionnaires, ils ont un rôle extrêmement exigeant. Ils doivent gérer des projets, ils doivent gérer les priorités opérationnelles, la performance. Des fois, il y a des délais. Puis des fois même, il faut qu'ils gèrent plusieurs équipes en même temps. Donc, même avec les meilleures intentions du monde, c'est absolument impossible pour les gestionnaires d'observer chaque changement dans le comportement ou l'énergie de leurs collègues. Du côté des ressources humaines, c'est sûr que le rôle est essentiel, mais il est souvent plus stratégique et organisationnel. Donc, les professionnels RH, ils ne sont pas présents dans les interactions quotidiennes des équipes. Ils ne voient pas les dynamiques informelles. Ils ne voient pas les conversations rapides qui se passent dans les corridors ou les moments où une réunion commence à devenir un petit peu plus tendue. Ensuite, il y a les professionnels de la santé mentale comme les psychologues ou les programmes d'aide aux employés.
eux, ils interviennent généralement quand quelqu'un décide de demander de l'aide. Donc, autrement dit, ils entrent souvent en jeu quand la situation est déjà trop avancée. Donc, dans de nombreuses organisations, le système est relativement efficace pour réagir aux crises, mais il est beaucoup moins efficace pour détecter les signaux qui apparaissent avant que les crises se produisent. Je me souviens d'un client avec qui j'ai travaillé l'an dernier. C'était une organisation énorme qui avait déjà beaucoup investi dans la santé mentale au travail. Donc, il y avait un programme d'aide aux employés. Il avait pris plusieurs formations pour les gestionnaires, pour les employés, pour des intervenants. Et puis, il y avait une tonne de différentes initiatives de bien-être. Donc, sur papier, leur stratégie avait l'air super solide. Pourtant, quand un de leurs employés a finalement pris un congé pour un épuisement professionnel, son gestionnaire, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit: j'avais aucune idée que ça allait tellement mal. Ce qui était vraiment intéressant avec ça, c'est que quand j'avais parlé avec l'équipe, il y a plusieurs collègues qui m'ont dit exactement l'inverse. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient vu que cette personne-là était épuisée depuis des mois. Ils avaient remarqué qu'elle était plus silencieuse, qu'elle semblait fatiguée et qu'elle avait moins d'énergie qu'avant. Donc, les signes y étaient visibles, mais ils n'ont pas été captés par le système officiel de l'organisation. Ils étaient captés par les collègues. Et ça, c'est quelque chose que j'observe très souvent dans les organisations. Dans presque toutes les équipes, il y a certaines personnes qui remarquent naturellement quand il y a quelqu'un qui semble plus silencieux que d'habitude ou quand il y a un collègue qui semble particulièrement débordé. Ces observations-là, elles se produisent tous les jours, mais elles restent informelles. Alors, c'est précisément dans cet espace-là que le rôle des éclaireurs devient intéressant. Qui sont les éclaireurs? Bien, dans ce contexte, un éclaireur, c'est simplement un collègue qui développe une certaine qualité d'attention dans ses interactions au travail. Alors, ce n'est pas un rôle officiel, ce n'est pas un titre, c'est juste une posture. C'est une manière d'être présent dans son environnement professionnel. Concrètement, un éclaireur, c'est quelqu'un qui observe avec attention qu'est-ce qui se passe autour de lui, qui écoute avec sensibilité quand les autres s'expriment et qui agit avec humanité dans ses interactions quotidiennes. Ça ne veut pas dire qu'il analyse les autres ou qu'il cherche à interpréter chaque petit comportement, c'est juste une forme d'observation qui est simple et respectueuse. Par exemple, c'est remarquer quand la dynamique d'une équipe change légèrement ou quand il y a une conversation qui semble particulièrement importante pour une personne pour une raison ou une autre. Des fois, c'est aussi remarquer des moments où une équipe fonctionne particulièrement bien, où la collaboration semble naturelle, où les gens ils semblent à l'aise de partager leurs idées. Ça peut sembler vraiment simple, mais dans la réalité des milieux de travail, cette qualité-là de présence, elle est beaucoup plus rare qu'on pense. C'est aussi vraiment important de préciser ce que les éclaireurs ne sont pas. Donc, ils ne sont pas des thérapeutes. Ils ne sont pas des intervenants cliniques. Puis, ils ne sont pas non plus responsables de régler les difficultés personnelles des autres. Leur rôle, c'est pas d'évaluer ou de diagnostiquer des gens et c'est surtout pas de porter le poids du bien-être de leurs collègues. Leur contribution est beaucoup plus modeste, mais elle est aussi beaucoup plus accessible. Ils participent simplement à créer un environnement où les interactions demeurent humaines, attentives et respectueuses. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des équipes, ces personnes y existent déjà. On reconnaît souvent ces collègues qui semblent naturellement attentifs aux autres, qui prennent le temps d'écouter et qui remarquent des petits changements dans l'atmosphère d'une discussion. Donc, en regardant la définition à l'écran, je vous encourage à penser à qui dans votre équipe ou dans votre milieu de travail pourrait déjà être un éclaireur. Puis peut-être que c'est même vous. Donc, c'est un concept qui est vraiment simple, mais je trouve qu'il peut aussi être un peu abstrait à comprendre.
Donc, je vais vous donner une métaphore historique pour vous aider à vraiment voir qu'est-ce que ça veut dire d'être un éclaireur. Dans de nombreux contextes militaires ou d'exploration, les éclaireurs y avançaient juste un petit peu en avant du reste du groupe pour observer le terrain. Donc, leur objectif, c'était pas de prendre toutes les décisions ou de diriger l'ensemble de l'expédition, c'était juste de porter attention à l'environnement et à repérer certains éléments importants avant qu'ils deviennent des obstacles pour le groupe. Donc, ils observaient le paysage, les chemins possibles, les zones à éviter et les changements subtils dans l'environnement. Alors, le travail demandait surtout une grande capacité d'observation. Les éclaireurs, ils devaient être attentifs aux détails, aux signes faibles et aux éléments qui pouvaient passer inaperçus pour quelqu'un qui avançait plus rapidement ou qui regardait dans une autre direction. Et puis, ce qui est vraiment intéressant dans cette métaphore-là, c'est que les éclaireurs, ils cherchaient pas seulement les dangers. C'est sûr qu'ils devaient repérer les obstacles, mais ils devaient aussi identifier des chemins praticables, des zones sécuritaires et les possibilités d'avancer plus efficacement. Alors, leur regard n'était pas seulement tourné vers les problèmes, mais sur l'ensemble du terrain. Dans un milieu de travail, le terrain n'est évidemment pas physique. Alors, qu'est-ce qu'on traverse ensemble? C'est des projets, c'est des échéances, des changements organisationnels, et puis parfois aussi des périodes de pression qui sont assez importantes. Mais au milieu de toutes ces choses-là, il y a un paysage humain qui est fait de relations, d'interactions et de dynamiques d'équipe. Ce qui rend la métaphore encore plus intéressante pour parler de santé et sécurité psychologique au travail, c'est que souvent, les éléments les plus importants ne sont pas les plus visibles. Si on regarde la métaphore, on pense à la direction du vent. La direction du vent, ce n'est pas quelque chose de super évident, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir avec nos yeux, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Et puis, la direction du vent, s'il y a un changement, ça pourrait indiquer qu'il y a une tempête qui s'en vient. Donc, les signaux qui indiquent qu'il y a quelque chose qui change dans les équipes sont souvent subtils comme la direction du vent. Donc, ils apparaissent dans des petites interactions, dans l'énergie d'une discussion ou même juste dans la manière que les gens se comportent les uns avec les autres. Puis le rôle de l'éclaireur, c'est de garder les yeux ouverts sur le terrain humain pour que l'équipe puisse avancer avec un petit peu plus de conscience de ce qui se passe autour d'elle. Maintenant qu'on comprend c'est quoi un éclaireur, je vais vous montrer un cadre super simple pour comprendre qu'est-ce qu'elles observent réellement. Le continuum de la santé mentale, c'est un modèle qui nous aide à comprendre que la santé mentale, c'est pas quelque chose de statique. Donc, elle n'est pas simplement présente ou absente. C'est pas oui, j'ai de la santé mentale ou non, j'ai pas de santé mentale. En réalité, on se déplace constamment entre des différents états de bien-être et de difficulté. Le modèle utilise généralement 4 zones pour illustrer les variations, donc le vert, le jaune, le orange et le rouge. Et qu'est-ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que tout le monde sur la surface de la planète Terre est toujours quelque part sur ce continuum-là et c'est un état dynamique. Alors, il n'y a personne qui reste toujours dans une seule zone. Nos expériences, notre charge de travail et les éléments de notre vie personnelle, puis les changements dans notre environnement, ça, c'est tous des facteurs qui peuvent influencer où nous sommes sur le continuum à n'importe quel moment. On va commencer par le vert. La zone verte, elle représente un état de bien-être. C'est quand les choses vont relativement bien pour nous. Ça ne veut pas dire que tout est parfait ou qu'il n'y a absolument aucun stress dans notre vie. Mais globalement, ça veut dire qu'on a l'énergie et les ressources nécessaires pour fonctionner et travailler et interagir avec les autres d'une manière saine. Dans le vert, les gens sont généralement capables de gérer les défis normaux au travail. Ils peuvent collaborer efficacement avec leurs collègues, ils peuvent prendre des décisions, ils peuvent résoudre des problèmes et maintenir un certain équilibre dans leur vie.
Je peux vous donner un exemple tiré de ma propre expérience. Il y a des périodes dans mon travail où je gère une tonne de dossiers en même temps. Donc, les journées sont pleines de réunions avec des clients, puis ensuite, il y a des suivis stratégiques, puis il y a des déplacements. Puis quand je suis dans le vert, je peux naviguer ces périodes-là d'une manière quand même assez fluide. Donc, je suis engagée dans mon travail, j'ai de l'énergie et je suis capable de garder une certaine perspective, même quand les choses deviennent un petit peu plus intenses. La zone jaune, elle, est différente. Donc, le jaune représente souvent une période de réaction au stress. C'est pas nécessairement une crise, mais c'est pas non plus un état de plein bien-être. Puis je vois souvent cette zone-là quand je travaille avec des organisations qui traversent des gros changements. Par exemple, quand une entreprise est en restructuration ou quand une équipe doit gérer plusieurs projets urgents en même temps. Les gens, ils peuvent commencer à se sentir plus tendus, un petit peu moins patients ou juste plus facilement dépassés par les imprévus. Dans ma propre expérience, le jaune peut se manifester quand je commence à accumuler beaucoup de déplacements ou de présentations dans une courte période. Je remarque que je deviens un petit peu plus fatiguée, je réponds peut-être aux courriels plus tard le soir ou j'ai moins d'énergie pour certaines conversations. Alors, c'est pas nécessairement des signaux alarmants, mais c'est des indicateurs qu'il y a quelque chose qui commence à changer. Ensuite, on a la zone orange. L'orange représente un niveau de difficulté plus important. Donc, les symptômes, ils deviennent souvent plus persistants et ils commencent à avoir un impact significatif sur la capacité d'une personne à fonctionner au travail ou dans sa vie personnelle. Dans cette zone-là, une personne peut ressentir une fatigue intense, des difficultés importantes de concentration ou un sentiment d'être complètement dépassé. Puis les comportements peuvent aussi changer de manière plus visible et devenir beaucoup plus évidents dans la zone orange. Ensuite, il y a la zone rouge. Le rouge représente généralement une situation de crise ou de trouble psychologique sévère. Dans cette zone-là, la personne peut avoir énormément de difficultés à fonctionner dans son quotidien. Elle peut avoir besoin d'un arrêt de travail, de soins médicaux ou d'un soutien clinique spécialisé. Donc, c'est le modèle du continuum et certaines personnes trouvent que ce modèle il est particulièrement utile parce qu'il permet de mettre des mots sur des expériences qui sont parfois difficiles à décrire. Donc, on établit un langage commun et c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un d'aller voir son gestionnaire et de communiquer « Hey, aujourd'hui, je suis dans le jaune », que ça l'est pour une personne d'aller voir un gestionnaire et dire « OK, je suis anxieuse, je suis nerveuse, j'ai de la difficulté à dormir, quoi que ce soit ». Donc, il y a un langage commun et aussi le continuum, il normalise l'idée qu'on passe tous par des périodes différentes au cours de notre vie. Avant de continuer, je veux aussi mentionner qu'après la présentation, Denise va vous donner accès à quelques différentes versions du continuum. Donc, dans votre petit coffre à outils, vous allez remarquer qu'il y a une version pour une auto-observation. Il y a une version qui s'applique à autrui et aussi, vous allez avoir accès aux diapos et au bas de cette page ici, il y a un lien vers l'auto-observation interactive. Donc, vous pouvez cliquer sur l'écran où vous êtes dans chaque section. J'aimerais aussi faire un point de mentionner l'image sur l'écran. C'est un chemin. Alors, fermez vos yeux, imaginez-vous que je vous place sur le point rouge sur l'écran. Puis là, je vous demande de courir jusqu'au point vert. C'est pas mal loin. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'effort, ça va prendre une tonne d'énergie. Mais si je vous place sur le point jaune et je vous demande de courir vers le vert, c'est beaucoup plus court et ça demande beaucoup moins d'effort. Maintenant qu'on comprend le continuum, on peut situer plus clairement le rôle des éclaireurs. Donc, vous avez probablement remarqué que j'ai sauté super rapidement par-dessus la section orange et rouge. Puis ça, c'est parce que
Les éclaireurs, ils n'interviennent pas partout sur le continuum, ils interviennent seulement sur le vert et sur le jaune. Donc, les gens qui se trouvent dans le orange ou le rouge, ils ont besoin de plus d'aide. Ils ont besoin de l'aide professionnelle ou de l'aide d'un intervenant. Mais les éclaireurs, ils contribuent d'abord à maintenir le vert. Donc, quand les gens vont bien, l'objectif, c'est juste de préserver cet état-là, de soutenir un environnement de travail qui reste sain et respectueux et sécuritaire. Alors souvent, ça se passe par des petites interactions qui renforcent les dynamiques positives dans une équipe. Ensuite, les éclaireurs peuvent aussi aider à réduire le jaune. Alors ça veut dire remarquer les premiers signes que quelqu'un commence peut-être à ressentir plus de stress ou de fatigue ou de pression, puis créer des moments d'attention ou de soutien avant que la situation devienne plus grave. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de diagnostiquer ou de résoudre les problèmes des autres, c'est juste d'être suffisamment attentif au climat humain pour contribuer à garder l'équipe dans un espace le plus sain possible. Il y a une nuance très importante qui mérite un petit peu plus d'attention. Le vert, il n'y a pas la même apparence pour tout le monde. Dans les organisations, on a souvent une image qui est quand même assez implicite de ce à quoi ressemble quelqu'un qui va bien. Donc, on imagine quelqu'un qui est énergétique, qui est social, qui parle beaucoup en réunion ou qui semble toujours enthousiaste. Mais en réalité, ça, c'est seulement une version possible du vert. Puis chaque personne a une ligne de base différente. Donc, il y a certaines personnes qui sont naturellement très expressives et très dynamiques. Puis quand elles vont bien, elles sont très présentes dans les discussions et elles semblent engagées dans les interactions. De l'autre côté, il y a d'autres personnes qui fonctionnent différemment. Donc, leur version du vert est plus calme. Ces personnes-là peuvent être plus réfléchies, plus discrètes dans les discussions et peut-être qu'elles préfèrent écouter avant de partager leur point de vue. Les deux versions peuvent représenter un état de bien-être parfaitement sain. Je vois souvent cette différence-là quand je travaille avec différents types d'organisations. Récemment, j'ai travaillé avec une équipe de direction dans une énorme compagnie. Puis dans cette équipe-là, il y avait un directeur super charmant qui aimait beaucoup les discussions. Puis quand lui il allait bien, il parlait facilement, il lançait des idées de gauche à droite puis partout, puis il stimulait le groupe. Dans la même équipe, il y avait une directrice qui était beaucoup plus introvertie, donc elle était plus réservée. Elle parlait vraiment rarement pendant les réunions. Elle préférait écouter longtemps, elle prenait des notes, et puis lorsqu'elle intervenait finalement, c'était souvent pour poser comme une question énorme, très précise, qui changeait complètement la perspective de la discussion. Si on utilisait une seule définition du bien-être, on aurait pu conclure que le directeur animé, lui, était dans le vert, mais la directrice plus réservée était peut-être dans le jaune. Mais pourtant, en réalité, les deux étaient investis dans leur travail et ils fonctionnaient très bien. Je peux aussi vous donner un exemple plus personnel. Dans mon rôle, il y a des moments où je suis super visible. Par exemple, quand je donne des présentations comme aujourd'hui ou quand je rencontre des équipes de direction pour discuter d'une stratégie. Mais il y a aussi une grande partie de mon travail qui se passe en arrière-plan. Donc, j'analyse des situations organisationnelles, je prépare des recommandations, je réfléchis à la meilleure façon d'accompagner un client. Ces moments-là, ils sont beaucoup plus calmes et introspectifs. S'il y a quelqu'un qui me connaissait pour mon côté visible, puis qui me voyait tout d'un coup dans mon côté moins visible, c'est sûr qu'il pourrait penser que je ne vais pas super bien. Il pourrait penser que je suis moins engagée, alors qu'en réalité, c'est juste que dans ces moments-là, je suis concentrée, j'accomplis mon travail stratégique. Alors, pour les éclaireurs, la question, c'est pas nécessairement est-ce que cette personne correspond à mon idée du bien-être? C'est plus est-ce que cette personne fonctionne comme elle le fait habituellement?
Une fois qu'on comprend la ligne de base de quelqu'un, là, ça devient beaucoup plus facile de remarquer des changements dans leur comportement. Les êtres humains, on a un radar extrêmement efficace pour détecter les problèmes. Dans un milieu de travail, s'il y a quelqu'un qui fait une erreur importante, tout le monde va le remarquer. S'il y a une réunion qui devient inconfortable, l'atmosphère va changer immédiatement. Si deux collègues sont en désaccord, la tension va devenir visible. Donc, notre attention est naturellement attirée par ce qui ne fonctionne pas. Ça, ce n'est pas une mauvaise chose parce que cette capacité-là, elle nous permet de réagir rapidement aux situations difficiles. Mais dans les organisations, ça crée aussi un problème intéressant parce que pendant que notre attention est concentrée sur les problèmes, il y a une tonne de choses positives qui se produisent dans les équipes, mais qui passent inaperçues. Par exemple, chez Changer les mentalités, il y a une gestionnaire absolument superbe qui a une habitude très particulière. Donc, avant chaque réunion, elle prend une couple de minutes pour s'assurer que tout le monde a l'information nécessaire pour participer à la discussion. Donc, elle va envoyer un tout petit message Teams pour clarifier l'objectif de la réunion ou pour partager un document de contexte. Ça, c'est un tout petit geste, c'est discret, mais ce que j'ai observé, c'est que grâce à cette habitude-là, les réunions sont beaucoup plus fluides. Les discussions sont plus structurées et les gens sont mieux préparés pour contribuer. Alors, son comportement, il y a un effet positif sur la dynamique de l'équipe, mais pourtant, il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne qui dit « Wow, merci, ça fait vraiment une différence, ça aide l'équipe à mieux fonctionner. » Pourquoi est-ce que ça passe sous notre radar? Parce que ça ne crée pas un problème. Puis qu'est-ce qui ne crée pas de problème? Ça attire rarement notre attention. Il y a un autre exemple que je vois vraiment souvent, puis ça concerne l'inclusion dans les discussions. Alors, dans certaines équipes, il y a toujours une personne qui remarque quand quelqu'un n'a pas encore eu la chance de s'exprimer. Puis elle va simplement dire quelque chose comme « Ah, Denise, on n'a pas encore entendu ton point de vue sur la question. » Alors ça, encore une fois, c'est un geste simple, mais il peut complètement changer la dynamique d'une réunion parce qu'il crée plus d'espace pour les idées et plus de sécurité pour les personnes qui sont naturellement plus réservées. Pourtant, encore une fois, ce type de comportement-là, il passe souvent sous le radar. Ça, c'est précisément ce phénomène qui nous amène au concept suivant. Si notre radar naturel détecte très bien les problèmes, l'idée du radar inversé consiste à entraîner notre attention à remarquer aussi les comportements et les interactions qui contribuent positivement au climat d'une équipe. Donc, au lieu de seulement détecter les ruptures dans notre système, on apprend à détecter les mécanismes qui maintiennent l'équilibre. Si on utilise une analogie simple, c'est un petit peu comme la santé physique. Donc, quand quelqu'un tombe malade, tout le monde va le remarquer immédiatement. Ta voix change, tu tousses un petit peu au bureau, mais on réfléchit quand même rarement aux milliers de processus biologiques qui permettent au corps de rester en santé à chaque jour. Par exemple, si vous vous êtes levé ce matin et vous pouvez respirer par les 2 narines, je vous garantis que vous n'avez pas pensé « Ah, c'est beau de pouvoir respirer ». Mais si vous avez une narine bloquée, vous vous êtes levé ce matin, vous avez probablement pensé « Ah, c'est achalant de ne pas pouvoir respirer ». Donc, dans une équipe, la même chose se produit. Puis je vois ça souvent dans mon travail avec les organisations. En effet, j'ai commencé moi-même à remarquer ce phénomène-là très clairement et après plusieurs années, mon radar inversé il est pas mal fort. Alors, quand les dirigeants y analysent leurs réunions, eux, ils parlent souvent des décisions qui ont été prises ou des désaccords qui ont eu lieu pendant la rencontre. Mais quand moi, j'observe les mêmes réunions avec un radar inversé, je remarque autre chose. Je vais remarquer les moments où il y a quelqu'un qui a reformulé une idée pour s'assurer que tout le monde comprenait la même chose. Je vais remarquer les moments où une personne reconnaît explicitement le travail d'un collègue.
Puis je vais aussi remarquer les moments où il y a quelqu'un qui a posé une question qui a permis au groupe de ralentir et de réfléchir au lieu de réagir impulsivement. Alors, ces gestes-là, ils sont rarement planifiés. Ils viennent spontanément dans la dynamique du groupe. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est que quand ces comportements-là sont présents, les équipes sont généralement beaucoup plus stables, même dans des périodes de pression intense. Donc, le radar inversé, ça aide à détecter des mécanismes de stabilité. Quand on parle de culture organisationnelle, on a souvent tendance à penser à des grosses choses. On pense aux valeurs qui sont affichées sur un mur. On pense aux politiques internes, aux plans stratégiques, aux énoncés de leadership. C'est sûr que toutes ces choses-là, ça compte, mais dans la réalité quotidienne du travail, la culture, ça se consolide pas principalement dans les documents. Ça se consolide dans les interactions répétées entre les personnes. Dans d'autres mots, la culture, c'est pas seulement qu'est-ce qu'une organisation dit valoriser. C'est qu'est-ce que les gens y apprennent jour après jour à travers qu'est-ce qui est remarqué, qu'est-ce qui est encouragé ou qu'est-ce qui est ignoré et découragé. Dans une équipe, les gens y observent constamment leur environnement pour comprendre les règles implicites du groupe, parce qu'on est des humains, on est des êtres sociaux. Donc, les membres d'une équipe vont se demander, souvent même sans s'en rendre compte, des questions comme ici, est-ce que j'ai le droit de poser des questions? Est-ce que j'ai le droit d'exprimer un doute? Est-ce que je peux admettre une erreur? Et puis la recherche sur la sécurité psychologique, elle montre justement que quand la réponse est oui à ces questions, donc quand les gens perçoivent moins de risques interpersonnels, ils sont plus inclinés à parler, à demander du feedback et à partager leurs préoccupations. Mais à l'inverse, quand ils sentent qu'ils pourraient être jugés ou pénalisés, là, ils vont se taire. C'est ici que l'effet culturel y devient particulièrement intéressant. Parce que quand un comportement positif qui est renforcé dans une équipe, il ne touche pas seulement la personne concernée. Ça envoie aussi un signal au groupe qui dit que ce comportement-là, il y a de la valeur au sein du groupe. Et plus le signal est cohérent dans le temps, plus il devient une norme implicite. Là, je vais partir, je pense que j'ai le temps, sur une petite tangente neuroscientifique parce que j'adore la neuroscience. Donc, le cerveau, il apprend en partie par renforcement. Donc, les systèmes qui sont liés à la récompense, qui sont les circuits dopaminergiques, eux, ils jouent un rôle important dans l'apprentissage de qu'est-ce qui vaut la peine d'être répété. Alors, quand il y a certaines actions qui sont associées à une conséquence positive, le cerveau, il a davantage tendance à encoder ces actions-là comme étant utiles et souhaitables à reproduire. Une partie du processus, il passe par la plasticité synaptique et par les mécanismes de prédiction et d'apprentissage liés à la récompense. Et puis, qu'est-ce qui est vraiment fascinant, c'est que la récompense, ça n'a pas besoin d'être monétaire pour avoir un effet. En effet, la recherche montre que la récompense sociale, comme être reconnu ou se sentir utile, ça influence aussi fortement la motivation, l'engagement et l'apprentissage social. Les recherches sur la motivation intrinsèque, donc la motivation pour nous-mêmes, et sur les récompenses sociales montrent aussi que les humains sont très sensibles à ce type de signal-là, surtout dans les contextes relationnels. Alors, quand on parle d'effets culturels, on parle en réalité d'un processus concret. Les comportements visibles qui ont été identifiés grâce au radar invisible, ou au radar inversé, désolé, y influencent les attentes du groupe. Ensuite, les attentes du groupe influencent les comportements futurs et à force de répétition, ça devient la culture. C'est beau de parler d'une culture saine grâce aux éclaireurs qui aident les autres à rester dans le verre,
Mais si on regarde la réalité des milieux de travail aujourd'hui, la majorité des personnes se situent ni dans une crise, ni dans un état de bien-être parfait. La plupart des gens, ils passent une grande partie de leur temps au travail, quelque part dans une zone intermédiaire. La zone jaune, ça correspond souvent à des périodes où les demandes commencent à dépasser les ressources. Alors, ça peut être une accumulation de projets, ça peut être un changement organisationnel, une pression pour atteindre des objectifs ou même juste des facteurs personnels qui vont s'ajouter au travail. On peut identifier cet état-là par une série de changements internes qui indiquent que quelque chose devient plus difficile à soutenir dans la durée. Ce qui rend la zone jaune intéressante, c'est qu'elle représente un moment où c'est encore possible d'agir relativement tôt et de ramener la personne vers le vert sans avoir besoin d'une aide avancée. Il y a certains sentiments internes qui peuvent nous indiquer personnellement qu'on bouge vers le jaune. Par exemple, quelqu'un qui commence à se sentir constamment fatigué, même après une fin de semaine. Une personne qui avait l'habitude d'être très organisée et qui commence à oublier certains détails tout d'un coup. Ou encore quelqu'un qui devient un peu plus impatient ou irritable dans des situations qui n'auraient pas causé de problème auparavant. Ces sentiments-là, ils sont internes, mais il y a aussi des manifestations externes très subtiles que les éclaireurs peuvent utiliser pour identifier qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers la zone jaune. Par exemple, une personne peut devenir un peu plus silencieuse que d'habitude. Donc, quelqu'un qui participait activement aux discussions peut commencer à écouter plus et à intervenir moins souvent. Des fois, c'est aussi un changement dans l'humour de la personne ou juste dans son énergie générale. Puis vous avez probablement remarqué que j'ai dit que ces signaux-là, ils sont visibles, mais le titre de la diapositive réfère à des signaux invisibles. Puis la raison pour ça, c'est que malgré le fait que les signaux ils sont externes, ils passent souvent inaperçus pour trois raisons. La première, c'est le rythme au travail. Dans la plupart des organisations, les gens ils fonctionnent à un rythme soutenu. Donc, les réunions ils vont s'enchaîner une après l'autre. Les courriels ils n'arrêtent jamais et les priorités vont changer rapidement. Puis dans ce contexte-là, notre attention en tant qu'éclaireur est principalement dirigée vers les tâches qui doivent être accomplies. Alors, on a rarement le temps ou l'espace mental pour observer attentivement les changements subtils chez autrui. La deuxième raison, c'est la culture de performance. Alors, dans plusieurs milieux de travail, il existe une norme implicite selon laquelle chacun est censé gérer ses propres problèmes. Les gens, ils peuvent donc intentionnellement ou inconsciemment cacher ce qu'ils sentent ou cacher qu'ils se sentent dépassés, cacher qu'ils soient fatigués, cacher quoi que ce soit, parce qu'ils ne veulent pas donner l'impression de ne pas être capable de suivre le rythme. Alors, c'est difficile pour un éclaireur de voir un comportement qui est intentionnellement caché. La troisième raison, c'est l'inconfort émotionnel. Même quand on remarque qu'un collègue semble un peu différent, c'est pas toujours évident de savoir quoi faire avec cette information-là. Il y a certaines personnes qui hésitent à poser même juste une question parce qu'elles ont peur d'être impulsives ou de mal interpréter la situation. Je vais utiliser un exemple qui va probablement vous rappeler à tout le monde dans cette salle de quelque chose que vous avez déjà vu dans votre vie professionnelle. Quand une équipe regarde une situation après le coup, par exemple un épuisement professionnel, plusieurs collègues vont dire qu'ils avaient déjà remarqué les signes. Mais au moment où ces signes-là y avaient apparu, il n'y a personne qui savait comment les interpréter. C'est exactement pour cette raison-là que les éclaireurs ils développent une attention particulière aux signaux invisibles. C'est pas pour analyser les autres, c'est pas pour tirer des conclusions, c'est juste pour rester conscient que ces petits changements peuvent indiquer qu'une personne traverse une période plus exigeante.
Des fois, juste le fait de remarquer ces signaux-là plus tôt peut ouvrir la porte à des conversations ou à des ajustements qui permettent de réduire la pression avant que la situation devienne trop difficile. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé d'observer. On observe le continuum. On observe les autres pour voir leur ligne de base, leur verre. On observe les changements subtils et on utilise le radar inversé pour voir qu'est-ce qui se passe dans une équipe. À un certain moment, je suis sûre que vous allez vous demander qu'est-ce qu'on est censé faire avec l'observation qu'on observe? C'est ici qu'entre en jeu qu'est-ce qu'on appelle les micro-interventions. Puis le mot, il peut sembler un petit peu technique, mais l'idée, en réalité, est relativement simple. Les micro-interventions, c'est des petites actions humaines qui peuvent avoir un effet positif sur le climat de l'interaction. Alors, ce n'est pas des grosses conversations formelles ou des solutions complexes. Très souvent, c'est juste la manière qu'on choisit de réagir dans un moment précis. Par exemple, il y a l'écoute attentive. Dans un milieu de travail rapide, c'est fréquent que les gens y écoutent surtout pour répondre ou pour avancer la discussion. Mais prendre un moment pour écouter réellement, écouter pour comprendre, ça peut changer l'expérience de l'autre personne. Ça peut complètement, en effet, changer la dynamique de la conversation. Ensuite, il y a la présence émotionnelle, qui est vraiment une composante de l'écoute attentive. Être présent, ça signifie accorder de l'attention au moment au lieu de se précipiter vers la prochaine tâche. Alors, ça peut vouloir dire ralentir une discussion, poser une question de clarification ou juste reconnaître que quelqu'un qui traverse une période particulièrement difficile. Il y a aussi des moments où on veut créer des ponts vers du soutien. Alors, parfois, un éclaireur peut juste rappeler l'existence d'une ressource ou encourager quelqu'un à aller parler à leur gestionnaire quand une situation devient trop lourde. En passant, je vous encourage fortement à imprimer et distribuer des petites cartes d'affaires avec le numéro ou le lien vers votre programme d'aide aux employés parce que les gens qui commencent à bouger vers la zone jaune, ils peuvent se fixer sur leur situation et oublier les ressources auxquelles ils ont accès. C'est super facile pour les éclaireurs de juste mettre une carte dans la main d'un collègue pour leur donner un petit rappel. J'ai personnellement bénéficié d'une micro-intervention cette semaine. Hier, j'ai eu ma rencontre régulière, juste un 1-à-1 avec mon directeur. On en a à chaque semaine. Puis il a vu que j'étais nerveuse à propos de ma présentation aujourd'hui. Alors, il m'a demandé comment je me sentais. Puis là, j'ai passé un petit 2 minutes à lui expliquer tous mes pires cauchemars à propos des problèmes techniques, à propos des oublis du contenu, à propos des perceptions de ma personnalité. Puis après avoir sorti tout ça de ma tête, puis comme expulsé les pensées dans l'univers, là, je me suis sentie tellement mieux. Alors, mon directeur, il n'a pas essayé de me rassurer. Il m'a pas dit que tout allait bien aller. Il a juste écouté attentivement, puis il m'a offert sa présence émotionnelle. Puis ça a suffi pour me ramener vers le vert. Ce qui est intéressant, c'est que cette intervention-là, elle a juste pris une couple de minutes. Mais elle m'a permis d'ajuster ma trajectoire avant que la situation ne s'aggrave. Donc, les éclaireurs n'ont pas besoin de faire des grandes choses. Leur contribution, elle se situe souvent dans ces tout petits moments où une interaction peut être orientée vers plus d'écoute, plus de respect ou plus de soutien. Puis quand on accumule ces moments-là dans une équipe, leur effet va devenir beaucoup plus important que ce qu'on pourrait croire. Denise? Non, fausse alerte. Oh, OK, parfait. Désolée. Aucun problème. Avant de conclure, je veux juste prendre un petit moment pour revenir à l'essentiel de ce qu'on a exploré ensemble aujourd'hui. On a commencé par reconnaître une réalité qui est simple mais importante. Puis ça, c'est la santé mentale au travail. Ça ne se résume pas par les crises. Dans la plupart des milieux de travail, qu'est-ce qu'on observe le plus souvent? C'est juste des fluctuations. Les gens, ils naviguent
constamment entre des différentes zones du continuum en fonction de leur charge de travail, de leur énergie et de leur vie personnelle. On a ensuite vu que pour être attentif à ces fluctuations-là, c'est essentiel de comprendre une chose fondamentale. Donc, le bien-être, il ne se manifeste pas de la même manière pour tout le monde. Chaque personne a sa propre ligne de base et définir le vert, donc, ça veut dire apprendre à reconnaître à quoi ressemble un fonctionnement normal pour les personnes autour de nous afin de pouvoir remarquer quand il y a quelque chose qui commence à changer. On a aussi parlé de la manière dont notre attention fonctionne naturellement. Alors, notre radar est efficace pour détecter les problèmes et les tensions et les situations difficiles. Mais ça signifie aussi qu'on passe souvent à côté des nombreux moments qui contribuent positivement à la dynamique d'une équipe. Alors, ça, c'est pourquoi c'est important d'entraîner et d'utiliser notre radar inversé. On a aussi vu que quand les comportements positifs sont remarqués et renforcés, ils influencent les normes d'une équipe. Alors, autrement dit, ce qui est valorisé et reconnu tend à se reproduire. Et peut-être l'idée la plus importante à retenir, c'est que la culture d'un milieu de travail ne change pas uniquement à travers de grandes initiatives ou des transformations majeures. Elle évolue à travers des centaines de petites interactions qui se produisent chaque jour entre les personnes. Donc, les déclareurs ne sont pas des experts et ils ne sont pas des héros. C'est simplement des personnes qui choisissent de porter attention à ces moments humains et qui contribuent à leur échelle à créer des milieux de travail où les gens peuvent fonctionner et collaborer et évoluer d'une manière plus saine. Et puis souvent, ça commence simplement par une chose: apprendre à voir qu'est-ce qui était auparavant invisible. Donc, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir pris le temps pour regarder ma présentation aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le clavardage. Sinon, si vous avez des questions plus personnelles, je vous invite à me contacter avec mon adresse courriel ou mon numéro de téléphone. Merci.